bienvenue. Merci pour ce dernier atelier, et pas des moindres, sur le numérique au service de la construction et des clients, au service de la construction, les professionnels de la construction que vous êtes et que vous représentez, et des clients, les maîtres d'ouvrage, il y en a parmi nous, que ce soit pour des logements, des bâtiments publics ou des bâtiments tertiaires. Avec nous, des intervenants d'une riche qualité sur le sujet de la construction et du numérique. Bertrand Delcambre, qui est président du PTNB, Plan de transition numérique dans le bâtiment. Gilles Charbonnel, de gauche à droite, qui dirige l'association ADN Construction. Pascal Asselin, qu'on ne présente plus, puissance invitante, président de l'Intec. Tarmo Savolainen, président du Comité européen des économies de la construction, le CEEC. Alors, le numérique, on en parlait, c'était déjà le congrès l'an dernier à Lille, Pascal, sur le digital, la révolution digitale. On en a parlé parce que on a bien vu hier qu'on a parlé beaucoup de transition énergétique et de révolution environnementale et que ça se concilie, les deux se concilient au service des expertises métiers et au service des clients. Donc tout ça peut être très bénéfique. Tout d'abord, un état des lieux, peut-être Bertrand Delcambre, sur quel est l'état d'avancement et d'appropriation du numérique, du digital dans le secteur de la construction que vous connaissez bien. Oui, ça marche. Si, bonjour. Effectivement, au titre du PTNB, on s'efforce année après année d'apprécier comment tout ça évolue, l'appropriation du numérique par les acteurs. Donc on effectue des enquêtes. La dernière enquête qui a été faite au début de l'année 2018 sur un panel significatif, je crois de plus de 300 000 personnes qui ont été interrogées. Alors, il y en a moins qui ont répondu quand même. Pas beaucoup d'ailleurs, je trouve. Pas encore assez, mais enfin, il y en a quand même 1400 qui ont répondu. 1400 réponses. Donc 1400, c'est statistiquement valable. Et là, alors c'est toutes catégories confondues. Donc il y a un peu de tout le monde. Il y a des maîtres d'ouvrage, il y a des maîtres d'œuvre, il y a des entreprises, il y a des économistes certainement. Des industriels, enfin voilà, tout le monde. Donc sur cet ensemble, il y a aujourd'hui 35% des réponses qui sont du type « le BIM on connaît, on pratique, on y est allé ». 35%. Il faut situer ça par rapport à 2014. On n'avait pas fait d'enquête à l'époque, mais ce n'était pas la peine parce qu'on aurait eu du mal à dépasser le pourcent. Donc en France, en quelques années, on est passé d'un signal très très faible à 35%. C'est sans doute moins globalement, parce que ceux qui répondent, c'est ceux qui sont quand même plus intéressés que les autres. Donc il faut relativiser. Ce n'est pas 35% des acteurs qui sont dans le BIM, mais sur un panel de 1400, 35%, c'est significatif. Avec des différences, bien sûr. Ceux qui sont plus aujourd'hui au numérique, à la maquette numérique et au BIM, ce sont les maîtres d'œuvre, les architectes en tout premier lieu. C'est normal. C'est eux qui sont les premiers concernés, on va dire, par l'intérêt d'utiliser la maquette numérique dès le programme pour faire partager leurs projets aux maîtres d'ouvrage et ensuite aux équipes qui interviennent pour les études. Donc là, c'est plus de 50%. Globalement, la maîtrise d'œuvre, c'est à peu près 50%. Donc c'est normal aussi. C'est des outils qui se prêtent bien à l'ingénierie, aux études de tout type. Voilà. Sur les maîtres d'ouvrage, parce que c'est très important, la population des maîtres d'ouvrage, c'est eux qui ont la clé, c'est eux qui peuvent décider d'y aller et d'imposer le BIM à leurs projets et aux équipes. Là, on est à 25%, un peu moins, 24%, je crois, 24%. Donc un quart de ceux qui répondent y sont. C'est à mettre en parallèle avec une autre étude qui a été faite par l'Ordre des architectes, un peu plus tard d'ailleurs, c'est une étude plus récente, il y a seulement 2-3 mois, qui montre qu'il y a en France 8 à 15% des maîtres de la maîtrise d'ouvrage publique qui est embarqué dans le BIM aujourd'hui, c'est-à-dire qui impose le BIM dans les appels d'offres. Il y a une fourchette 8 à 15% parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu moins en lots séparés
Voilà, de façon traditionnelle, là, c'est 8%. Mais bon, c'est déjà, je trouve, significatif, bien sûr, et 15% lorsque c'est en marché global. Donc, alors, si on regarde par contre les entreprises, qui sont quand même le gros des troupes du monde du bâtiment, là, on est encore nettement moins. On est sans doute à moins de 10%, je n'ai pas les chiffres exacts, moins de 10% des entreprises, notamment dans la catégorie des TPE et PME. Les petites structures sont à moins de 10%. On est même content quand on en trouve qui pratiquent effectivement la maquette numérique et le BIM. Voilà à peu près l'état des lieux en France aujourd'hui. Donc c'est assez corollaire à la taille. Et ça va mieux en le disant, mais c'est évident, et sachant que l'une de vos missions, c'est justement d'aider les acteurs petits en termes de taille, mais pas forcément en termes d'ambition, de volonté, parce que c'est des entrepreneurs, justement de les aider à les mettre le pied à l'étrier en termes de numérique et digital. C'est l'une des missions du PTNB. C'était l'objectif principal. Hein. C'était l'objectif principal du PTNB qui a été souhaité par les professionnels et auxquels les pouvoirs publics ont répondu en mettant en place ce plan, c'est d'éviter la fracture numérique, d'éviter que les petites structures soient un peu les laissés pour compte de cette transition numérique. Donc on s'est efforcé d'orienter nos travaux sur cette cible de masse, notamment par exemple en leur proposant donc des occasions de soutenir des initiatives de construction neuve en numérique, en BIM, et avec la volonté de retenir. Et on a retenu effectivement des petits projets, construction neuve, rénovation, y compris d'ailleurs gestion, exploitation, maintenance, en BIM. On a retenu en tout, enfin aujourd'hui on est à dépasser les 70 projets. Il y a plus de 70 projets de taille modeste, donc dédiés et portés par des petites structures réparties un peu sur tout le territoire, qui ont été soutenus par le PTNB. Voilà, on va s'efforcer maintenant dans les tout prochains mois d'analyser ces retours d'expérience pour bien sûr les communiquer vers ce vaste public professionnel de petites structures qui bien sûr se posent des questions, questions d'outils, de compétences. Donc on a travaillé aussi là-dessus. Les outils, il y en a beaucoup aujourd'hui, il y en a de plus en plus des outils, mais sont-ils adaptés aux TPE, PME? Donc là, on a œuvré, on a notamment, il y a 2 ans, fait un concours dédié, orienté vers les éditeurs de logiciels, en essayant de repérer, et on a récompensé les outils les plus adaptés aux petites structures. Qu'est-ce qu'attendent les petites structures? C'est des outils pas chers, faciles à utiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller se former pendant des semaines pour apprendre à s'en servir. Et bien sûr qu'on peut utiliser en toute confiance. Donc il y a du chemin à faire encore, et je pense que les éditeurs ont compris aujourd'hui cette grosse attente. Et puis alors les compétences, petite structure, voilà, il faut qu'il y ait le développement d'une offre de formation adaptée à ces acteurs. Là, aujourd'hui, ça se développe. On a un site du PTNB où on met en évidence plusieurs centaines, je crois que c'est plus de 500 offres de formation au BIM qui sont plutôt proposées aujourd'hui à l'ensemble des petits acteurs. Donc ça commence à être vraiment significatif. Il y a plusieurs dizaines de structures qui se sont positionnées sur ce type de marché. Alors bien sûr, il va falloir encore regarder ce que ça vaut. Voilà, il y a peut-être à boire et à manger dans tout ça. Donc ça va être le rôle aussi des pouvoirs publics et des professionnels de réguler un peu ce marché qui est un marché émergent. D'accord. Gilles Charbonnel, vous avez 1 an, c'est presque l'anniversaire de ADN Construction. C'est le regroupement de 12 organisations professionnelles et une volonté de promouvoir, de digitaliser, numériser la filière de la construction. Alors ADN existe effectivement depuis 1 an, regroupe 12 organisations professionnelles. Pour les présenter rapidement, l'intérêt d'ADN, c'est qu'au sein de ces 12 organisations, on a la représentativité de tout l'écosystème de la construction. Donc on retrouve la FFB, la CAPEB, EGF, BTP pour les entreprises, UNGE, Intec, Sinov, UNSFA pour la maîtrise d'œuvre.
la IMCC et la FIEC pour les industriels, et la FPI et l'USH pour la maîtrise d'ouvrage. Toutes les phases. Donc tous les métiers, on voit bien phases, qu'on a tous les acteurs de l'acte de construire. Et ce que l'on souhaite faire au sein d'ADN, c'est effectivement développer cet écosystème, expérimenter, capitaliser sur ce qui a déjà été fait au travers du PTNB. Hein. Il y a de nombreux travaux qui ont, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, qui ont été lancés. Donc on souhaite continuer sur cet axe. Et surtout, faire en sorte que les acteurs, tous les acteurs, c'est bien pour ça qu'on a mis autour de la table d'ADN tous les acteurs, que tous les acteurs montent en compétences. On s'aperçoit aujourd'hui que, alors on parlait de petites, moyennes entreprises, on s'aperçoit malgré tout, quand on creuse un peu, que tout le monde a mis les pieds ou les mains dans le numérique, avec des intérêts. Alors tout le monde n'est pas à la maquette, au full BIM, mais chacun va rechercher dans le métier dans la fonction qui l'intéresse dans son métier, une fonction numérique. Ça peut être de la visualisation pour le promoteur privé, par exemple, dans la commercialisation, c'est plus de l'exploitation pour les gens qui font de la gestion de parc. Ça peut être pour des entreprises. Pour les entreprises, ça peut être pour du gros œuvre, de la gestion de ferraillage, de la gestion d'ouvrages préfabriqués. On retrouve bien, tous les acteurs ont bien tous trouvé un intérêt au numérique. Maintenant, ce que l'on souhaite au sein d'ADN, c'est que ces gens montent un peu en compétences et qu'on puisse arriver sur une maquette collaborative où les gens vont pouvoir échanger sur une même maquette. Alors, avec une démarche expérimentale. Avec une démarche expérimentale ou pas d'ailleurs, parce on a aujourd'hui un outil qui est Croquis, qui est une plateforme sur laquelle on peut aller échanger, sur lequel on va pouvoir retrouver des outils aussi. Donc ADN est là pour justement essayer de faire en sorte que tout le monde puisse... on va essayer de trouver un espéranto pour que tout le monde puisse communiquer facilement et échanger facilement. Alors j'aime pas trop quand on dit on va enfin travailler en mode collaboratif, parce que c'était déjà le cas, mais par contre on est sur un mode plus itératif. Tous ces outils, on comprend bien que tous ces outils, plus il est facile d'échanger, plus il est facile de modifier et d'avoir une démarche itérative. Voilà un petit peu la démarche d'ADN. Et puis, bien évidemment, on travaille aussi sur des référentiels, des chartes entre acteurs. On parlait de maîtrise d'ouvrage tout à l'heure. Il faut qu'on ait des chartes d'échange entre les différents acteurs pour connaître les attentes en termes de livrables, par exemple, qui sont importantes. Donc voilà un peu où en est ADN aujourd'hui. Merci, Gilles. Pascal, quelle est votre appréciation sur le degré d'appropriation du numérique par les acteurs de la filière construction, sachant que l'Intec, vous êtes proactif dans le numérique, c'était un congrès l'an dernier, vous éditez des MOOC, vous êtes proactif sur le numérique, sur la maquette numérique, sur le BIM, un atelier qui était plein ici même hier. Vous représentez 8000 entreprises de la construction. Et sur un plan, pas quanti cette fois, mais quali, vous représentez les territoires. Donc vous avez aussi un angle de vue pluriel, enrichi de concrètement comment, économistes ou non, les acteurs s'approprient, ont éventuellement une appréhension, encore un frein culturel avec le numérique. Tout à fait. Alors, on n'est pas 8000 entreprises de construction, on est 8000 en France, oui. Économistes de la construction, enfin entreprises d'économie de la construction, avec le code NAF, économistes de la construction. Oui, selon l'INSEE, en fait. Selon l'INSEE, je ne parle pas du nombre de membres de l'Intec. Alors, à contrario, ce n'est pas spécifiquement les gros qui utilisent le plus le BIM. Il y a des structures unipersonnelles qui utilisent le BIM chez nous. Small is beautiful. Alors, peut-être. Et donc, c'est pas pour toi, Tarmo. Parce que Tarmo est un spécialiste du BIM. Non, mais il est grand, surtout. Oui, d'accord. Et donc, oui. Donc, c'est pas lié à la taille, forcément. C'est pas lié à la taille. C'est lié, je dirais, plutôt à... alors, je ne sais pas si c'est des filières, mais des groupes de personnes qui travaillent ensemble. On a pris à bras-le-corps, effectivement, ce sujet il y a déjà quand même pas mal d'années. On a fait un congrès, je ne me rappelle plus où c'était, je crois que c'était, ça devait être à Biarritz, il y a 5 ans peut-être, où tout le congrès était tourné sur le BIM. Tous les ateliers étaient du BIM. Il y a peut-être même plus de 5 ans, il y a peut-être 7 ans.
Et donc 5 ans, voilà, merci. Voilà, c'est un collègue suisse qui me reprend. Fidèle. Et donc on a même édité un spécial BIM. Et après, de fil en aiguille, on a fait des formations présentielles. Alors, au début, c'était simplement une culture générale. J'aime pas trop parler de moi, mais à titre d'exemple, moi, tout mon cabinet a fait une formation présentielle, y compris les assistantes administratives, sur ce nouveau paradigme qui arrivait, quoi. Et puis, de fil en aiguille, on a affiné nos outils. Le PTNB est né. On a investi toutes ces structures. Et donc, on a fini par créer, d'ailleurs, le premier MOOC sur le BIM. Excusez-moi, je suis un peu fatigué à la fin du congrès. Non, mais sur le BIM. Estimer et prescrire à l'heure du BIM. Oui, non. Voilà. Qui vit encore. Et au plusieurs début, on sessions. s'est dit, oh là là. Qui a commencé l'an dernier. Oui, alors on avait dit, oh là là, si on arrive à 1500 apprenants, ce sera formidable. Il y en a eu 7500. Et il continue, il vit toujours. C'est gratuit. Donc, et là, pareil, moi, tout le monde chez moi a fait le MOOC. Donc je pense qu'on commence à vulgariser. Passer le premier effet, je dirais, alors pas de stupeur, mais un peu, vous savez, on est un peu réfractaire aux nouvelles technologies. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Mais c'est sûr, on est en train de changer de paradigme. Nos métiers vont changer. Et il faut être honnête, moi je ne sais pas dans 10 ans si mon métier sera le même. Je pense qu'il ne sera pas tout à fait le même. Mais déjà, il a beaucoup changé depuis 30 ans. Donc voilà, on en est là, on essaye d'être toujours proactif, et puis on n'a pas le choix. Merci Pascal. Tarmo Savolainen, vous avez une vision européenne, internationale. Quel est, à votre sens, le degré d'appropriation du numérique dans les différentes filières de la construction en Europe ? Quelle est, à votre sens, votre perception sur le degré d'appropriation du numérique dans les différents pays d'Europe au sein des métiers de la construction ? Vous connaissez bien la France, vous connaissez bien la Scandinavie, vous travaillez à Helsinki, vous êtes spécialiste du BIM, et en tant que président du CEC, Comité européen des technologies de la construction, vous avez toute cette vue, cet angle de vue international. Je travaille dans le secteur des infrastructures. Par exemple, le secteur des infrastructures, c'est nouveau dans le BIM. Et nous sommes en cours de développement de ce secteur. Par rapport au BIM, je dirais que ce qui est récent dans toute l'Europe, c'est qu'à la fois l'infrastructure et le secteur de la construction vont vers le BIM. Ils ont publié le EU BIM. C'est une sorte de revue avec l'adhésion des acteurs publics qui jouent un rôle très important et qui permet à ce que le BIM soit justement popularisé à travers les différents pays. Et l'objectif est de se concentrer sur des acteurs de l'industrie. Et ça, c'est un mouvement qui s'enclenche très, très rapidement. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? On peut aussi parler, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous interroge sur le numérique. Il y a bien évidemment, la clé de voûte, c'est le BIM et la maquette numérique. Mais il y a aussi, et où ça en est sur l'impression 3D, notamment dans le bâtiment, la blockchain, la notion de data, de smart data pour la mobilité dans les villes, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. Donc tous ces chantiers, et c'est là où Pascal souvent a dit dans ses ateliers qu'il y avait une notion d'évolutivité liée au métier, liée à la transition énergétique, qui est une révolution, liée à la révolution digitale. Et c'est sûr que tous c'est des micro-révolutions ou des macro-révolutions. Qu'est-ce qu'il en est donc du degré d'appropriation ou d'appréhension à l'échelle européenne des filières de la construction en matière de BIM et de maquette numérique, certes, mais aussi de réalité virtuelle, de workchain, d'impression 3D et d'intelligence artificielle et de smart data, par exemple. Parce que tout ça, c'est l'écosystème du digital qui est en train de bouleverser plusieurs métiers, la banque, l'information depuis longtemps, la musique et forcément la construction. Je pense que vous avez tout à fait raison. Nous sommes en train de passer par une numérisation massive par le biais de différentes technologies, le blockchain et différents outils de mesure pour notre métier. Mais si justement vous ne suivez pas, eh bien vous vous retrouverez dans un problème parce que nous devons
bien comprendre ce que nous prenons, nous devons comprendre également lorsque nous créons des informations, nous pouvons la gérer en utilisant ces technologies maintenant et ce, à l'avenir. Non seulement dans l'industrie de la construction, mais nous perdons beaucoup d'informations pendant le cycle de vie dans notre secteur. Et donc là, il y a une possibilité d'arriver à une plus grande réactivité par le biais de ces technologies en utilisant les données que nous avons créées à différentes fins, à différents objectifs. Et développer des modèles d'information, eh bien, ce sont là simplement des outils pour créer une meilleure coopération. D'accord. Pascal, vous voulez réagir sur les autres révolutions digitales en termes d'impression 3D, de blockchain, de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, qui est un sujet qui vous est cher, puisque... Alors moi je ne suis pas un expert là-dedans. Simplement, on a discuté déjà longuement. C'est ce que tout le monde à peu près... on a tous de l'appétence effectivement à ces sujets. On se rend compte que les choses bougent. J'en parlais d'ailleurs avant-hier avec Bertrand Delcramp. Nous étions ensemble pour une conférence de presse. Et donc, d'ailleurs, pour une assurance qui est en train de sortir un produit pour assurer la cybersécurité sur les chantiers. Très intéressant. Sujet qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. Et donc, même eux, ils disaient « Ah, tiens, quand ils ont vu le petit roadshow qu'on faisait au niveau d'ADN Construction pour la maquette BIM réelle, au fond du hall d'exhibition, ils ont dit « Mais ce serait bien qu'on mette un assureur le jour où le modèle POF, il clash, qu'est-ce qui se passe ?» Ça veut dire que ça a de la valeur, si un assureur vient. Non, mais ça veut dire que le travail en silo, qu'on fait depuis des lustres, eh bien, tout ça, ça commence à bouger, quoi, mais de façon... très important. Ça s'horizontalise maintenant. Exactement. Et moi, je milite, mais bon, c'est peut-être un vœu pieux pour l'instant, mais moi, je pense que l'avenir, ça commencera déjà par la formation initiale. Moi, je milite pour un tronc commun de la formation initiale dans l'ingénierie. Il va falloir parler le même langage. Pourquoi il y a des écoles strictement d'ingénieurs, strictement d'économistes, strictement d'architectes? Je pense qu'on pourrait avoir un front, comment dirais-je, une formation commune des de niveau communs, bac plus 2, bac plus 3, et ensuite des spécialités qui peuvent aller de l'architecture à l'ingénieur, en passant par l'économie. Bien sûr, il y a des grandes écoles de commerce qui ont fait comment dirais-je, c'est ce qu'on est en train de vivre ça au quotidien, et ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Depuis 2-3 ans, il y a des grandes écoles de commerce qui sont associées avec des grandes écoles d'ingénieurs, parce que les problématiques étaient à un moment commerciales et ou technologiques, et tout fusionnait. Mais y compris, j'en parlais avec les collègues aussi de la RICS, qui sont souvent spécialistes dans l'estimation des projets en amont, notamment aussi urbanisme et juridique. Il existe maintenant, il y a des startups qui modélisent comment on appelle ça, des cadastres, des parcelles cadastrales, et dedans, vous avez de la donnée. Vous cliquez dessus, vous savez vos droits à construire, sur quel niveau, enfin toutes les contraintes urbanistiques. Donc vous imaginez le gain de temps en étude de faisabilité, mais c'est absolument colossal. Avec aussi une immersion dans la chaîne de valeur, parce qu'ils maîtrisent les datas quand ils proposent ce type d'application. Ils ont un rôle à jouer. Et c'est que le début. Ouais. Gilles Charbonnel, sur les autres chantiers que vous déployez, soit à titre expérimental, soit au titre d'études. Je dirais que, comme le dit Pascal, il y a un vrai changement sociétal, quoi. On sent bien que tout cet écosystème du bâtiment, mais pas que du bâtiment, on parlait d'infra, on peut aussi parler de programmation, d'utilisation de bâtiments. Tout cet écosystème est en train de changer, c'est un vrai changement sociétal. Donc effectivement, ça passe par la formation, parce qu'aujourd'hui, la formation liée au BIM, elle était jusque-là plus sur du logiciel ou sur un angle informatique. Un angle informatique. Aujourd'hui, on a besoin de formation, et ça rejoint ce que disait Pascal tout à l'heure, beaucoup plus transversale, parce qu'on s'aperçoit que ce côté collaboratif et itératif, tout le monde a besoin d'avoir une perception horizontale et non plus verticale de ce mode de construction. Donc effectivement, il y a un vrai changement sociétal. C'est important à dire, parce qu'il y a des gens dans nos cabinets qu'il va falloir remodeler, transformer. Former et transformer, en fait. Et puis je pense que
la chaîne de valeur comme elle est faite aujourd'hui va évoluer aussi parce que très taylorisé en fait. Parce que ces échanges, les échanges itératifs, ils ne se limitent pas à la maîtrise d'œuvre. Par exemple, on va pouvoir avoir des retours d'expérience sur des fabricants, on va pouvoir avoir des retours d'expérience plus directs, et il y a des startups qui travaillent là-dessus, sur la maintenance d'outils, de matériel installé. Donc, il y a tout un monde d'intelligence. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais elle est là, cachée derrière aussi, en termes de calcul, en termes d'analyse on parlait d'assurance, en termes d'analyse de risque, en termes de pathologie du bâtiment, parce qu'il y a aussi des pathologies. Donc, on parle beaucoup de neuf, mais on n'a pas parlé de rénovation. Mais le numérique a encore un bel avenir devant lui là, dans le bâtiment, parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne voit que la face visible de l'iceberg, et dessous, il y a tout un tas de choses à faire. Il va y avoir des révolutions, comme vous avez l'air de vous tous, professionnels, vous y intéresser, que vous allez pouvoir a priori maîtriser. Oui. Ce n'est pas l'industrie du disque il y a 20 ans, où ils ont été tous reluctants et beaucoup ont disparu. Donc il y a des nouveaux modèles qui sont apparus. Donc là, le but, c'est de la maîtrise, le côté expérimental, itératif, le partage d'informations et la formation. Et je voulais revenir juste sur un point, parce qu'on parlait de petites entreprises tout à l'heure, et je crois que je ne sais pas si... Alors effectivement, il y a des moyens, des investissements qui sont peut-être plus faibles dans certaines TPE, mais l'intérêt, on voit bien qu'il y a un intérêt certain des petites entreprises à aller vers ce numérique. Et puis je dirais qu'on est tous immergés dedans. Au quotidien. On a tous, et je regardais tout à l'heure quand j'étais de l'autre côté dans la salle, on est tous sur notre iPhone, sur notre smartphone, en permanence. Donc ça veut bien dire que ce numérique, il nous a happés, et il n'y a pas un seul artisan ou entrepreneur ou tâcheron qui n'a pas un outil comme ça dans sa poche sur le chantier. Donc demain, quand on va lui dire le détail est sur ton smartphone, il n'aura pas de mal à aller chercher le smartphone. Je crois qu'on est aussi dans une société complètement numérique, et donc cette évolution-là, elle va aller très vite, elle va être exponentielle. Elle sera facilitée. Bertrand Delcambre, vous aussi, pour partager l'expertise, vous avez mis à disposition d'utilisateurs et d'entreprises dans la construction une plateforme collaborative sur le BIM ? Oui, je voulais un peu revenir dessus. Effectivement, Gilles l'a évoqué. Donc, dans le cadre du PTNB, on a retenu l'idée de mettre au point un outil qu'on appelle une plateforme collaborative, qui s'appelle donc Croquis, dont le développement a été confié au CSTB, qui est disponible déjà depuis quelques mois maintenant, dans l'idée que ça soit gratuitement accessible à tous ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Tous ceux qui se disent oh oui, mais bon, c'est peut-être pas pour moi, ça coûte encore assez cher, ouh là là, puis c'est compliqué. Donc, on a voulu un outil simple, et c'est les professionnels qui ont vraiment défini les spécifications de l'outil. Donc un outil simple, à la portée de tout le monde, pour commencer à faire du numérique. Bon, donc ça, on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air de marcher, puisqu'on a déjà 6000, je crois, à peu près 6000 inscrits, on a 2000 utilisateurs, vrais utilisateurs, et plusieurs centaines déjà de projets qui donc utilisent cette plateforme. Donc on pense qu'on a visé juste, c'est quelque chose dont le secteur du bâtiment a besoin. Ça n'est que le début, puisque cette plateforme, elle est bien sûr dédiée aussi, conçue pour être compatible avec les outils métiers. Donc voilà, c'est le cas. On peut bien sûr coupler cette plateforme à des outils de calcul, à des outils de dessin. C'est ouvert aux éditeurs de logiciels. Donc il y a déjà eu deux appels à manifestation d'intérêt. Il y a une quinzaine d'éditeurs de logiciels qui ont été sélectionnés. Donc tout ça s'enrichit progressivement. On va vers un écosystème qui sera de plus en plus complet et qui correspond vraiment aux gros besoins de l'ensemble du secteur. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Après, je voulais revenir quand même sur deux choses. D'abord, il faut quand même avoir en tête que le numérique, ce n'est pas une fin en soi. Ce sont des outils.
Donc il faut vraiment s'interroger à quoi ça doit servir. À quoi ça doit servir. Je vais prendre l'exemple de la grande priorité nationale aujourd'hui du monde du bâtiment, ce qui est la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, qui est vraiment un objectif majeur du monde du bâtiment, eh bien, il faut donc s'interroger en quoi le numérique peut être utile aujourd'hui à la rénovation énergétique. Et quand on regarde ça de près, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a plein de possibilités. Que ça soit pour les phases de diagnostic, les phases d'études avant travaux. On a aujourd'hui des outils numériques fantastiques qui permettent de réaliser en un tour de main des maquettes numériques complètes de bâtiments en utilisant des scanners ou des drones. Enfin bon, voilà, il y a une panoplie d'outils qui permettent de faire des choses très puissantes, alors qu'avant c'était très fastidieux. La phase d'étude, on a des outils très puissants de calcul, de simulation, on peut faire des scénarios, on peut démultiplier la créativité. Les phases de travaux, vous avez parlé d'impression 3D ou de robotique ou d'exosquelettes, etc. C'est là, tout ça. Et tout ça, si c'est en plus calé sur l'intelligence de la maquette numérique, bien sûr, c'est encore plus efficace. Voilà. Et puis au-delà, on a des outils aussi numériques qui permettent de s'assurer qu'on a bien travaillé. À la réception, on peut mesurer, évaluer des performances avec des logiciels nouveaux. Enfin, voilà. Et puis derrière, quand on a rénové des bâtiments, on peut aussi, avec des outils numériques, évaluer les performances, faire du monitoring, piloter les installations. Enfin, voilà. Le numérique, il faut le voir comme ça. C'est une approche puzzle tout à fait constitutive qui se compose peu à peu avec le temps. On peut imaginer que la maquette numérique qui délivre des données pour les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, à condition qu'eux-mêmes apportent des données, pourrait s'interfacer avec des objets connectés, l'IoT, automatiquement pour alimenter des données au service d'un meilleur projet de construction qui se concilie avec une logique, Pascal Asselin, d'analyse de cycle de vie pour mieux phaser les différentes phases et au service, bien évidemment, du maître d'ouvrage et des clients utilisateurs finaux. Donc tout ça est vertueux. Il peut y avoir une révolution sur une révolution, c'est-à-dire les objets connectés qui viennent s'interfacer et alimenter en données les maquettes numériques. Et donc ça peut être un gain d'efficacité, voire de temps, voire de productivité, voire économique, je ne sais pas, pour le client final. Non, mais on l'a dit et redit sur quasiment tous les ateliers. Il y a une nouvelle réglementation qui arrive, un label qui existe, E+, C-. On va commencer à pour 2020, oui. Oui, on va peser le poids carbone des bâtiments. Il y a 20 ans, faire le poids carbone d'un bâtiment, c'était possible, mais je ne vous dis pas la tâche. Chaque matériau, on devait faire récupérer les fiches FDES, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'outil numérique va permettre de faire ces calculs beaucoup plus facilement, c'est évident. Et je voulais en venir où, je me rappelle pas. Au service du client. Oui, voilà. Donc il y a quand même le partenaire principal qu'il ne faut jamais oublier, c'est le client. Parce qu'on peut être les joueurs trouvent tout, c'est sympa de travailler ensemble, mais l'utilisateur final et celui qui paye quand même, c'est le client. C'est-à-dire, moi j'aime bien souvent dire, mais moi si je trouve un système, il s'appelle comme on veut, BIM ou pour BIM, si c'est pour gagner du temps, vous inquiétez pas, un entrepreneur, il va trouver. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'utilité finale. Et aujourd'hui, il faut quand même l'avouer, même quand on travaille sur maquette numérique, sur BIM, le client, il vous demande un jeu de plan. Voilà. Donc, il a ce réflexe. Mais c'est humain. Tout à fait. Mais tout ça, petit à petit, effectivement, ça changera. Mais donc, il y a un travail induit de formation aussi des maîtres d'ouvrage. C'est très important. Et là, moi, je ne peux pas parler, c'est dommage. On aurait dû avoir un maître d'ouvrage public autour de la table. Peut-être que Bertrand peut-être a des sujets là-dessus. Mais très franchement, dans mon métier, pas tous les confrères. Moi, personnellement, tout le monde est formé chez moi, mais je n'ai pas de demande. Mais vous avez vu que le MOOC avait intéressé des professionnels de la construction, des étudiants, oui. d'après les retours reporting que j'ai eu, et des maîtres d'ouvrage. Mais il faut que tout le monde s'en saisisse. Donc c'est très symptomatique. Mais alors, certains clients, comme tout ce qui est OPH, ESH, c'est-à-dire ceux qui exploitent leur bâtiment, ceux-là, ils ont compris, ils s'y mettent, ils n'ont pas trop de soucis. D'ailleurs, ils s'approprient eux-mêmes les outils. Et par contre, effectivement, il y a aussi toute la sphère publique, l'autre sphère publique. Et là, il y a un travail immense à faire. Et je pense que c'est absolument important qu'ils se saisissent de ce problème-là et qu'ils forment les agents publics.
C'est absolument... Et qui s'équipent. Donc il y a un enjeu, Gilles Charbonnel, vous confirmez forcément, il y a un enjeu de formation de toute la filière, maître d'ouvrage inclus, c'est eux le driver, le levier. Bien évidemment, mais je crois qu'on parlait d'observatoire aussi tout à l'heure. Je crois qu'il faut, pour pouvoir, pour que l'offre colle à la demande et que la demande soit... C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'observer un peu ce qui se passe. Je crois que certains acteurs, et notamment certains maîtres d'ouvrage, ne savent pas, c'est à nous ne savent pas ce qu'ils peuvent tirer de cette maquette numérique. Et c'est à nous, acteurs du bâtiment, à leur démontrer l'intérêt que peuvent avoir certains dossiers numériques sur la gestion, sur l'exploitation, sur la commande. Vous parliez la commande, quand je dis la commande, interaction sur le suivi. Il y a tout un changement sociétal sur toutes les phases, et je crois qu'il faut observer correctement le demandeur, le maître d'ouvrage par exemple, et pour pouvoir lui proposer, à nous de lui proposer des choses intéressantes. Et vous avez des actions à l'ADN, des actions de formation oui, on veut lancer de l'ingénierie de formation sur ces points-là. Le rôle d'ADN, c'est pas de lancer les formations, mais c'est de lancer l'ingénierie de formation et les initiés. Et voilà, je crois qu'il faut qu'on puisse observer correctement déjà, et puis pouvoir ne pas attendre de caler l'offre à la demande, mais générer une demande spécifique aussi. Bertrand parlait tout à l'heure de rénovation énergétique. Aujourd'hui, rénovation énergétique, il faut qu'on aille un peu plus loin, dire à certaines copropriétés peut-être, on a modélisé votre bâtiment. Très rapidement, on peut savoir ce que vous consommez aujourd'hui et ce que vous consommerez demain avec 3 scénarios d'investissement, parce que ça peut être ça aussi, et ça peut être fait rapidement, mais ça c'est une offre qu'on peut présenter, et je crois qu'il ne faut pas attendre qu'on ait une demande spécifique. Bien sûr. On n'a pas... faut être proactif, je vais prendre un exemple, mais Tesla n'a pas attendu que les gens lui demandent une voiture électrique capable de faire 500 km. Alors c'est un très bon exemple, parce que justement, est-ce que les capitalisations boursières, on l'a vu lors du congrès à Lille, Pascal Asselin, les plus grosses maintenant sont des startups qui n'existaient pas il y a 15 ans, et leur or noir, leur pétrole, c'est des data. Sujet que vous étudiez, je sais, à l'Intech. Comment, et donc ce ne sont plus les groupes pétroliers. Comment vous financez, vous participez au financement et au développement des startups dans votre secteur? Parce que la révolution va venir de ces startups qui vont avoir des approches innovantes, disruptives, qui ne pourront pas forcément être pensées par les industriels. Et c'est d'eux que va venir, on voit tous les grands groupes du CAC 40. Maintenant, la grosse mode, ce qui est toujours un petit peu étonnant, maintenant, c'est bien évidemment s'associer avec des startups qu'elles ne regardaient pas il y a quelques années. Donc, bon, l'establishment s'intéresse, mais comment, dans le secteur, vous allez les faire venir, les faire éclore, parce qu'elles vont vous apporter une mine d'or qui sont un savoir-faire et des datas. Et Pascal Asselin en parlait tout à l'heure, la valeur, ça va être les datas sur les comportements des résidents, des propriétaires, des locataires, et de toutes les datas pour encore mieux les collecter et les gérer quand elles viennent des industriels et qu'elles sont insérées dans les maquettes numériques et interfacées avec les objets connectés. Là, il y a un enjeu de financement des startups. Est-ce que ADN se colle à ce sujet? ADN, on colle à ce sujet, mais ce qu'on peut déjà constater, c'est que le monde du bâtiment ou de la construction redevient attractif. Parce qu'on voit tout un tas de start-up développer des produits liés au bâtiment. Donc ça veut dire que, je parlais tout à l'heure d'image aussi, l'image même du monde de la construction et du monde du bâtiment est en train d'évoluer. C'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, je crois que Bertrand ne va pas me contredire, je crois qu'il y a 14 startups là déjà autour du CSTB Lab qui sont là, qui ont accès à la donnée, je crois. On voit tout un tas de startups autour des industriels. On en a reçu Engie aussi a des pépinières de start-upers, enfin les gros producteurs d'énergie, parce qu'effectivement le numérique c'est un outil, mais on a besoin de matière grise derrière, et la matière grise, elle est peut-être dans ces startups, dans nos entreprises aussi. On voit
de nouvelle génération là éclore avec une idée complètement neuve de la façon de concevoir, de la façon de réaliser. On conçoit plus de la même façon, on dessine plus de la même façon, on transmet plus l'information de la même façon. J'écoutais l'autre jour un professeur dire vous avez lu les Fables de La Fontaine sur un livre, vos enfants les lisent sur une tablette, et on sollicite pas. Donc l'appropriation qui s'en font n'est pas la même que la vôtre, puisqu'on ne sollicite pas les mêmes zones du cerveau en lisant sur une tablette qu'en lisant un livre papier. Et ben on en est là, voilà, on est là, on est en train de solliciter d'autres zones des cerveaux de nos collaborateurs et d'une autre d'ailleurs. Alors nous, on a un peu plus de mal peut-être à les solliciter parce qu'on n'est pas né dedans. Je parle pour moi, pardon Bertrand. Mais on en est là. Non, mais vous avez raison. On est dans. On a la double culture, quoi. Voilà, nous on une a question encore. De génération. On parlait tout à l'heure. On parlait de papier. Rappelez-vous quand avant les smartphones, on avait des petits ordinateurs, des PDA, des petits ordinateurs personnels où on a tous basculé nos agendas dessus, et on avait le PDA dans la poche et puis l'agenda papier dans le cartable. Et puis on gérait les deux. Et puis comme on mettait un rendez-vous sur le PDA et qu'on ne le remettait pas sur l'agenda papier, au bout d'un moment, on s'est dit merde, si j'ai à gérer les deux, ça va être compliqué. Donc on est passé au PDA. Et ben on en est là aujourd'hui dans le bâtiment. On est entre l'agenda Moleskine et le PDA. Voilà. Et je crois que cette évolution, elle va se faire, parce que d'une fois qu'on aura basculé sur ça, eh ben, on ne reviendra pas en arrière. Vous montez pas, vous ne faites pas un trajet en voiture aujourd'hui sans GPS, et même si vous avez quelques cartes encore dans la boîte à gants, vous les ouvrez plus, et ça peut ne pas être votre voiture. Vous êtes plus avec la carte routière sur les jambes, et vous écoutez le GPS. Voilà. Même si des fois il vous fait faire un petit détour parce qu'il n'a pas géré une voie, ou je ne sais pas, mais voilà. Non, parce qu'on a reçu hier Beam in Motion et Beam Data, avec lequel travaille l'Intech, qui est vraiment une start-up qui innove dans ses process de conseil sur les process collaboratifs et de maquette. Bertrand Delcambre, vous essayez de faire éclore un vivier de start-up dans le secteur pour irriguer en matière grise. Je me faisais une réflexion, je vais essayer de vous la faire partager. Je pense qu'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de start-up, et puis on trouve ça quand même assez époustouflant, c'est parce qu'en fait on est dans l'immatériel. On est dans l'immatériel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de construire une usine pour imaginer une fonction nouvelle. Voilà, c'est du logiciel, c'est du développement à partir d'outils très simples. Donc c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Voilà, on a ouvert une créativité collective, et on est en train de croiser finalement les possibilités nouvelles de toutes ces technologies et tout cet immatériel avec les métiers du bâtiment. Et ben oui, effectivement, ça c'est nouveau, c'était pas envisageable il y a quelques années, et ça va continuer à se développer. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est à l'occasion du salon Energy Meeting qui a eu lieu il y a quelques semaines. Il y avait donc là aussi une exposition, un coin de l'exposition réservé aux startups. Et puis quand j'ai accompagné le ministre là parce qu'il est venu faire un tour, il était bluffé. Et pourtant c'est un jeune, c'est Julien de Normandie. Il était bluffé, par exemple, par une application de formation des techniciens du bâtiment à la maintenance avec une technologie de réalité virtuelle. Il est resté, d'ailleurs, on lui a proposé le casque, et puis il est resté. Il a failli tomber à un moment donné. Mais ça l'a passionné. Et ça, finalement, oui, il faut un peu d'argent, il faut surtout des équipes de gens passionnés, mais c'est à la portée aujourd'hui, relativement simple, ça n'a pas besoin de gros investissements. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je pense qu'ADN aujourd'hui, moi, ce qui me paraît très très important aussi pour tout ça, c'est dans le monde du bâtiment, que les gens restent ensemble. Il ne faut pas que d'un côté
les architectes voilà, aient envie de faire des choses tout seuls. Il ne faut pas que les économistes fassent ça tout seuls dans leur coin. Voilà, la richesse qu'on a vue dans les travaux du PTNB, c'est une richesse parce que c'était collectif. C'était finalement, on a envie d'avancer tous ensemble dans la même direction. Et ça, aujourd'hui, avec ADN, finalement, c'est la garantie que ça va continuer. Hein, c'est ça aussi qui est très important. Ça se ressent, bien évidemment. L'enjeu est tellement important, il y a une responsabilité, comme quoi l'essentiel, c'est de partager ensemble, selon son angle de vue, son métier d'origine. Alors là, on va pouvoir rentrer avec une approche expérimentale, puisqu'on parlait de partage d'expertise. Vous connaissez, on va vous présenter Florian Pouilly, qui est économiste de la construction, donc qui est chez un économiste de la construction qui est membre de l'Intec, qui a... Alors c'est une démarche très expérimentale, tu en vas en parler mieux que moi, Florian, tu peux monter sur scène, mais de partage d'expertise, parce que tu as, pendant le salon, fait 4 workshops, brandés, intitulés des workshops BIM de l'Intec, où tu as permis à des professionnels qui étaient dans ce congrès, dans ce salon, de coproduire avec toi une maquette numérique. Donc si tu veux en parler, parce que ça c'est une forme d'expertise par l'exemple, par l'implication directe, et tu l'as fait de façon assez spontanée. Et toi, tu as une spécialisation de BIM Manager, Project, chez un économiste de la construction. Exactement, merci. C'est ça, et à Lyon. Donc effectivement, on va vous faire un petit retour sur le workshop BIM qu'on a animé donc, dans le cadre de ce salon. C'est important de revenir sur ma formation et mon parcours. Donc je suis économiste de la construction, membre Intec, et donc désormais également BIM Manager. Donc pour ce faire, on parlait de formation. J'ai suivi des formations sur ces sujets-là, notamment le master spécialisé BIM de l'École des Ponts et de l'ESTP à Paris. Également des choses outre-Manche, donc j'ai une certification auprès de l'ARIX pour voir quel était le point de vue des anglo-saxons sur ces sujets, et notamment la dimension avec laquelle ils intègrent les maîtres d'ouvrage dans cette réflexion. Et en fait, alors, leur démarche est assez pertinente, puisque le rôle du maître d'ouvrage est la clé de voûte est primordial dans l'ensemble de la constitution des maquettes numériques qu'ils font. Donc ça a aidé également à gagner en maturité sur ces sujets et à voir pourquoi on faisait tout ça. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de retransmettre dans le workshop qu'on a monté. Le principe était de jouer au BIM, de pratiquer. Il y a eu beaucoup de conférences, de formats de formation sur ces sujets qui sont assez traditionnels. Et quand on fait des conférences sur le sujet du BIM, on a les remarques qui fusent, c'est on a besoin de voir ce que c'est un objet, ce que c'est une partie d'une maquette numérique. On parle de données, on parle de data, on parle de plein de choses, et on a besoin de savoir c'est quoi mettre une donnée dans un objet d'une maquette. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors l'exercice n'était pas simple, puisqu'on a eu des profils qui sont venus s'asseoir à nos postes de travail très variables, très aléatoires, mais du coup le retour d'expérience est très riche. Et on a monté donc un petit exercice qui durait 45 minutes, pas plus, et qui regroupait 8 postes informatiques équipés pour faire plein de choses en fonction de son métier et sur le même projet. Donc on a fait du BIM sur un vrai projet. Donc je l'ai dit, l'exercice durait 45 minutes. On l'a reproduit donc 8 fois en 2 jours. J'étais accompagné de quelqu'un, de Rafik Zibouche, pour faire l'encadrement, parce que même pour encadrer ça, que 8 postes, c'est beaucoup de préparation et beaucoup de choses. Et puis donc il y avait un stand complet avec des postes informatiques, une logistique, un accès Internet. En fait, même pour commencer à mettre le pied à l'étrier sur ces sujets-là, pour être pertinent dans le fond quelque part du message que l'on veut faire passer, ça nécessite beaucoup de préparation et d'avoir anticipé cette démarche. Une démarche un peu culture hackathon, on le fait en direct. C'est effectivement pas loin de la définition d'un hackathon. Là, la différence, c'était que le sujet était préparé, donc on savait où on voulait aller et où on arrivait et comment. On s'en est également servi pour marteler certains sujets que l'on avait préparés et fait passer, notamment à travers le MOOC BIM. On a réinsisté sur des définitions, la charte BIM d'un maître d'ouvrage, le cahier des charges BIM d'un maître d'ouvrage, le protocole ou la convention BIM que les concepteurs et constructeurs rédigent en réponse à ces documents. Donc ça permet de mettre au clair du vocable sur les documents contractuels du BIM. Et puis on en a fait. Donc on avait des solutions logicielles.
On a essayé de rendre ça le plus transparent possible. On l'a fait avec certains logiciels, on aurait pu le faire avec d'autres, on aurait pu aller plus loin sur certains aspects. Enfin, tout du moins là, on a traité des applications qui concernaient des métiers différents sur un même projet, avec des temporalités d'intervention qui correspondaient. Donc dans la démarche, comme je le disais, on a commencé avec la réflexion d'un maître d'ouvrage. Donc on a pris l'exemple d'un propriétaire de logement qui à grande échelle, avec un patrimoine important, qui voulait optimiser sa gestion, son exploitation et sa maintenance du bâtiment. Pour ça, il avait identifié de quelles données il avait besoin à quel moment. On a regardé avec lui comment il pouvait l'exiger de la part de ses autres prestataires. Et puis c'est lui, in fine, qui allait chercher dans sa maquette les données qu'on avait renseignées pour lui. Donc on a bouclé la boucle, on l'a fait avec tous les groupes, donc c'est une bonne chose. Effectivement, on a montré que, pour rejoindre ce qui a été dit, qu'en phase de conception, notamment autour des rôles des architectes, eh ben, le BIM avait des potentialités assez importantes, assez puissantes. On a rajouté un étage sur un bâtiment en moins d'un quart d'heure pour tous les groupes, encore une fois, donc ça permet de faire des choses. On n'a pas fait de l'architecture, on a ajouté un étage. Et puis on y a intégré d'autres métiers. On a notamment celui d'économiste de la construction à différentes phases d'études, donc en phase amont, phase préliminaire, pour faire une préestimation du coût des travaux. Et puis une grande partie de notre rôle, c'est le message qu'on a également fait passer à travers le MOOC, le rôle d'économiste, c'est de prescrire, c'est-à-dire de définir, de caractériser les objets, les systèmes constructifs, et aussi donc les objets qui forment nos maquettes BIM. Donc on l'a fait à travers l'exercice. Il y avait également une application pour un poste entreprise, où on s'est imaginé dans la peau d'une entreprise qui devait rendre une partie de ses DOE, et tout du moins intégrer la marque et la référence d'un des objets de la maquette dans l'ensemble. Et puis, le dernier poste qu'on avait, c'était un poste industriel. Donc ils étaient avec nous au salon, c'était normal de les impliquer, comme l'ensemble des acteurs de l'acte de construire. Et donc on a essayé de jouer, d'implémenter leurs objets pour lesquels en partie ils ont commencé les développements. Voilà, le retour d'expérience, alors à mon sens, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a martelé les définitions importantes et clés. Quelque part, c'est aussi un moyen de faire de la formation et de faire passer les messages importants qu'il y a à faire passer pour monter en culture générale sur ces sujets-là. D'une autre manière, c'est pas de la formation théorique, c'est pas de la conférence, on pratique un petit peu. On a essayé de démystifier tout ça, on a cliqué sur des objets, on a saisi des données, on a réussi les applications de tous les postes lors de tous les ateliers. On avait des roues de secours pour le cas où, mais on y est arrivé. Et au final, les retours d'expérience, les échos que j'ai eu à l'issue, c'est il faut aller plus loin sur certains cas d'usage. Pourquoi ne pas développer d'autres aspects? Alors effectivement, on ne l'avait pas fait dans ce cadre-là, mais on a des géomètres experts qui auraient bien aimé trouver leur application avec peut-être, on parlait de choses très ambitieuses, les objets connectés, la Smart City. Le fait d'acquérir de la donnée via des scans 3D, via plein de choses, ça pourrait être un des sujets pratiques de cet atelier. On aurait pu en faire beaucoup d'autres. C'était marrant de voir comment se positionnait chaque personne qui a bien voulu s'asseoir. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont joué le jeu, pour voir comment ils arrivaient à faire la part des choses entre ce qu'ils avaient fait chez eux, comment ils s'intégraient ici dans quelque chose d'exercice, de pas scolaire, mais de blanc. Et globalement, ils ont tous trouvé la conclusion que le rôle, les compétences et les responsabilités de chacun ne changent pas quand on rentre dans un processus BIM. C'est uniquement la manière de le faire et le rythme à laquelle on le fait qui peut varier en fonction de ces méthodes. Il ne faut pas dénaturer complètement ni ces méthodes, ni à l'inverse niveler par le bas certaines pratiques, mais au contraire profiter des potentiels qui apparaissent avec le numérique pour faire un peu mieux, un petit peu plus vite. Mais c'est bien parce qu'il y a le MOOC qui permet d'apprendre, et je pense que ça a été, comme l'a dit Pascal, un certain succès. Là, c'est très complémentaire, c'est une approche par la pratique pour faciliter, développer, vulgariser l'usage. Est-ce qu'il y a eu des appréhensions qui tout de suite ont été levées parce qu'il y avait peut-être une appréhension sur la technique et on a vu qu'on allait tout de suite sur du fonctionnel, du pratique, du pragmatique? Est-ce que tu as senti que
finalement, il suffit de plonger dans l'eau pour apprendre à nager en nageant. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'appréhension de la part des gens qui sont assis. Peut-être que ceux qui étaient à côté, il y avait qui ne déjà se un sont intérêt pas assis, s'ils sont venus aussi, ça biaise peut-être. Des appréhensions. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des freins particuliers. Par contre, à l'inverse, on a levé un frein qu'on rencontre d'habitude quand on fait de la formation plus théorique. On parle d'objets, on parle de mettre des données et on ne voit pas l'énergie, l'effort auquel ça fait appel, alors que là, on l'a fait. Alors, on a mis une donnée dans un objet, mais une fois qu'on sait le faire une fois pour un, le principe est le même. Bon, c'est passionnant. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Ou si vous voulez réagir ou poser des questions sur ce workshop BIM fait par l'Intec ou sur l'ensemble de l'atelier, n'hésitez surtout pas. Pascal, tu veux peut-être conclure sur le sujet du numérique, du digital, ce que vous avez fait, ce que vous allez faire. Oui, écoute, on va faire une petite conclusion. D'abord, merci à tous les intervenants. Merci Bertrand, merci Gilles, merci Tarmo d'être venus. Merci à tous les confrères étrangers. On avait plus de 20 pays. Ce soir, nous sommes encore 50 à notre dîner de gala, ce qui est plutôt sympa. Que dire ? Dire qu'on est au début d'une aventure, on est dedans, mais je pense que ce n'est pas terminé. Et puis j'en profite pour faire un peu de pub. L'année prochaine, on va continuer sur la lancée au niveau de l'Intec. Notre congrès se passera le 20 et 21 juin à Avignon, et le sujet sera consacré. Alors, comme je dis souvent, j'aime à dire, je fais ça, j'écris maintenant ça un petit peu partout, un train peut en cacher un autre. On va parler de l'intelligence artificielle. C'est peut-être encore une révolution sur une révolution qui risque de basculer certaines idées qu'on a mises en place aujourd'hui. Et le train ne va pas s'arrêter, je crois. Voilà. Mais il ne faut pas en avoir peur, on n'a pas le choix. Voilà. C'est l'époque. Il faut vivre dans son époque. Il faut prendre à bras le corps. Voilà, il faut prendre à bras le corps son époque. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde d'être resté encore si tardivement avec nous. Et puis, à très bientôt. Merci.